Bienvenue à toutes et à tous. Merci infiniment d'être avec nous sur Médien TV. C'est un plaisir, une nouvelle fois, bien sûr, de vous accompagner à travers différents sujets. On va parler éducation et on va parler entreprise aujourd'hui. Donc, deux thématiques assez distantes. Mais finalement, quand on a une bonne orientation, on débarque sereinement au sein de l'entreprise. Voilà, ça c'est une perche que j'ai inventée à la dernière minute. Bref, je suis avec Mouna Skhli, tout de suite fondatrice de Coach to Win. Comment ça va, Mouna? Un plaisir de vous avoir. Avec vous aujourd'hui, orientation post-bac, c'est la saison. Quel rôle pour l'entourage, donc que ce soit pour les orientateurs à la maison, au sein de l'université. Et puis après, on va parler de l'intérêt personnel et collectif au sein de l'entreprise. Donc je pense que finalement, il y a un lien entre les deux sujets. On va le trouver en tout cas. Comment ça va, Mouna? Très bien, grâce à Dieu. Merci Yasmine pour l'invitation. Je suis ravie de te voir. Également. Alors, c'est normalement, on va dire dans le meilleur des mondes, l'orientation a déjà été bel et bien accomplie, bel et bien faite. Là, on arrive, on va dire, à la période des résultats, des notes du bac. Est-ce qu'il faut toujours revoir quand même à la dernière minute ses choix? Ou quand c'est figé au début de l'année, ça fait on n'en parle plus? Faut se dire déjà qu'une carrière, une vie, c'est jamais figé. Merci, absolument, voilà. Je suis d'accord. C'est-à-dire on est en perpétuel changement. Et ce qui est intéressant, c'est que parfois, écoutez, à 17 ans, 18 ans, on ne sait pas trop quelle carrière on va adopter. Absolument. Il y a l'influence aussi de l'entourage. Il y a les parents qui peut-être, quand ils n'ont pas réalisé quelque chose de professionnel qu'ils souhaitaient, veulent parfois imposer cela aux enfants. Voilà. Et heureusement que ça devient de plus en plus rare, heureusement. Oui. Mais de toutes les façons, une orientation, alhamdoulilah, n'est jamais figée. Oui. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que déjà une orientation se prépare longtemps à l'avance, 3 à 4 ans à l'avance, qu'il y a quand même des structures scolaires aujourd'hui qui accompagnent l'élève dans ce développement et dans cette maturité. Mais il y a aussi beaucoup de paramètres qui peuvent aider aussi les élèves à mieux se retrouver. Vous voyez? Absolument. Alors d'abord, vous me rassurez quand vous dites d'abord une vie, c'est jamais figé, encore moins des études et une carrière. D'autant plus qu'aujourd'hui, on demande aux jeunes très tôt d'avoir un plan de carrière, de savoir où ils veulent aller, d'avoir toutes les choses vraiment bien stratifiées, bien ordonnées, bien organisées. Et personnellement, j'ai toujours trouvé ça extrêmement compliqué. J'ai l'impression qu'on demande trop aux jeunes. Est-ce qu'aujourd'hui, les spécialistes sont en train de changer de positionnement? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend compte que finalement, il ne faut pas demander aux jeunes d'être aussi figés dans la tête parce qu'on peut se retrouver peut-être, quand on se met trop la pression, quelques années plus tard, face à un mur et face à un burn-out notamment. Écoutez, si vous parlez de burn-out, c'est souvent, quand je vois des burn-out en entreprise, à l'origine, c'est certainement des orientations qui n'ont pas été choisies. Absolument. Vous voyez, parce que la personne, forcément, quand elle tire trop sur la corde, à un moment, la corde craque. Vous voyez? Exact. Donc, ce qui est vraiment essentiel, vous parliez tout à l'heure de trop de pression, mais en fait, cette pression, tout le monde la sent. Les parents, la société réalise cette pression. Aussi la nécessité d'une indépendance financière crée aussi cette pression. Mais avant tout, il y a aussi cette pression des réseaux sociaux qui font qu'aujourd'hui, le jeune qui est à peine en croissance, ça veut dire qu'on peut considérer que déjà la croissance se termine à 25 ans. Ça veut dire que 17 ans, 18 ans... La maturité cérébrale aussi. Voilà, tout à fait. Ça veut dire qu'à 17 ans, 18 ans, vous avez un jeune qui est toujours en construction. Tout à fait. Qui est dans un tsunami émotionnel. Absolument. Qui, dans la journée, peut passer par les 6 émotions, la colère, la tristesse, voilà. Et on connaît ça. Et on connaît tous ça, effectivement. À part que, justement, le recul, parfois, n'est pas simple pour les parents. Oui, vous voyez, ça veut dire quand on est parent, quand on est, même nous, en tant que coach, maman ou papa, à un moment, vis-à-vis de notre enfant, on a du mal à prendre du recul. C'est pour ça que c'est important aussi, aujourd'hui, au lieu de célébrer un anniversaire ou fêter un événement, au lieu d'aller dans un fast-food, considérer que c'est-à-dire on fait appel à un coach et peut-être payer une consultation. Comme un cadeau d'anniversaire. Comme un cadeau d'anniversaire, c'est utile. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même un regard qui est professionnel, il y a une prise de recul qui est faite par un professionnel qui est outillé pour accompagner l'élève ou l'étudiant vers un choix de carrière. Vraiment, c'est comme une sorte de, finalement d'un repositionnement vers l'essentiel. L'essentiel. Ça veut dire c'est quoi les forces du jeune, c'est quoi ses points d'amélioration, mais qu'est-ce qu'il aime dans ses activités de loisirs, qu'est-ce qu'il aime faire. Et en fait, l'orientation devrait aussi être basée sur les loisirs finalement qui boostent ce jeune,
qu'est-ce qu'il aime. Est-ce que c'est le sport? Eh bien aujourd'hui, heureusement, toutes les structures universitaires s'adaptent et permettent justement aux jeunes de pouvoir se spécialiser dans le domaine sportif. Ça, c'est vraiment essentiel. Et puis aussi, en fait, les outils qu'on peut apporter à l'élève et à l'étudiant en tant que coach, c'est certainement aussi des profils d'apprentissage. Voyez? Parce que pendant très longtemps, l'orientation se basait uniquement sur la note, sur les matières dans lesquelles l'élève, et pas l'humain, mais l'élève excellait ou au contraire était en difficulté. Et c'est ça qui allait déterminer, et c'est ça qui déterminait pour beaucoup la vie future, en fait, le job, la carrière. Alors que là, on ne considère plus l'individu comme un élève uniquement, mais comme un être humain avec différentes facettes, avec différentes compétences. C'est ça? Oui, tout à fait. C'est ça qui a changé au niveau de l'approche? Écoutez, ce qui a changé déjà, c'est que les notes ne changent pas. Les notes ne changent pas. Les notes ne changent pas. L'exigence des Ouais. notes fait qu'il y a quand même un niveau, une moyenne à avoir au bac, ou même maintenant en première, pour pouvoir prétendre à une carrière. Ça ne change pas. Donc c'est pour ça que l'orientation devrait se faire aussi en fonction des notes qu'on a. Ça veut dire que quand on a quand même un coefficient de 6 ou de 7 finalement des matières où on plafonne à 10, ce n'est pas cohérent. Mais par contre, choisir, c'est-à-dire un bac c'est-à-dire dans les matières clés, à fort potentiel, on peut avoir quand même du 13, du 14, du 15, du 16. C'est vraiment le choix à faire. Pourquoi? Parce que ce bac, quand vous avez un bac avec une bonne moyenne, ça vous permet déjà de pouvoir vous inscrire pour passer des concours. Ne serait-ce que cela. Vous voyez? Exact. Donc c'est quand même un critère. Et en parallèle, Ça reste le critère. c'est l'un des critères. Mais avant tout, il faut aussi voir comment le jeune se sent. Absolument. Quand il y a parfois des profils qui ne sont pas du tout scolaires. Quand, Oui. quand vous les mettez, par exemple, dans un apprentissage, c'est-à-dire pratique, c'est extraordinaire. C'est quand vous savez qu'aujourd'hui, on sait très bien que Louis Renault, par exemple, qui a fondé ce qu'on sait, n'était pas scolaire. Mais ce qui lui a réussi, c'est qu'il aimait beaucoup les interactions. Et donc c'est pour ça qu'il a lancé en fait cette industrie que tout le monde en fait cite aujourd'hui. Vous voyez, donc c'est un peu ce retour-là vers l'essentiel qui est aussi capital aujourd'hui. Ça veut dire que quand les interactions sont essentielles pour le jeune, autant le mettre dans des métiers où les interactions sont essentielles. Donc c'est pour ça que la discussion qu'on a en fait avec le jeune, elle est claire. Donc elle est basée sur 3 paramètres. Le premier paramètre, c'est les profils d'apprentissage. Ça veut dire que cette identité du jeune, en fait, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est plutôt un profil rebelle? Est-ce que c'est plutôt un profil qu'on va dire plutôt extrêmement, disons, scolaire? Vous voyez, mais en dehors de ça, quelle est sa motivation? Est-ce que c'est un jeune qui est c'est un jeune qui est motivé par l'échange, les interactions? Est-ce que c'est un jeune qui est motivé pour apprendre quelque chose de nouveau? Vous voyez, donc s'il est quand même dans une structure qui est plutôt un peu classique, il va s'ennuyer, il va décrocher. Vous voyez? Et puis, est-ce qu'on outille aussi ces jeunes pour se poser ces questions? Parce que pour apporter des réponses, il faut d'abord être capable de se poser ces questions-là. Est-ce qu'on outille ces jeunes très tôt à avoir cette posture-là de questionnement de soi? Moi, je ne pense pas, Mouna. Au niveau déjà des structures scolaires, c'est-à-dire avant le bac, les lycées, en très grande majorité, sont outillés dans ce sens. C'est-à-dire il y a un orientateur qui vient en terminale et en première pour expliquer les différentes filières. Vous voyez, mais la différence... Mais oui, mais on explique simplement les différentes filières. Oui. On a tous eu droit... je crois, même moi en 1999, j'ai eu droit à ça. C'est-à-dire qu'on a l'orientateur qui vient, qu'est-ce qu'on a comme filière. Mais se poser cette question profonde de qui je suis, me détacher de ma fonction d'élève et me positionner en tant qu'individu, qu'être humain qui va évoluer dans une société qui va avoir d'autres vies à venir. On n'était pas à mon époque outillés pour ça, et quand je regarde par exemple notamment mes enfants, je ne les trouve pas forcément outillés pour ça. Ils ont encore la posture de l'élève et que de l'élève. Oui, mais ça dépend aussi quel âge ils ont, vos enfants. L'aînée, elle a 12 ans. Elle a 12 ans. Elle devrait commencer à être outillée pour ça. Justement, c'est le moment de démarrer la discussion à la maison. Ça veut dire que les parents, à l'âge de 14-15 ans, pourraient avoir des discussions avec les enfants. Quel est le métier que tu aimes? Quand il y a des réunions familiales, on parle beaucoup de sport, mais il est aussi utile de demander de créer des interactions entre l'oncle et le jeune, les cousins entre eux. Il y a des métiers qui passionnent. Il y a parfois des idéaux dans la famille. Donc, quand
quand il y a des réunions familiales, faire en sorte qu'il y ait des discussions, que quelqu'un qui est très apprécié par le jeune, voilà, lui dire, bon, écoute, tu peux peut-être venir lui poser des questions, ça lui fera vraiment plaisir que tu lui poses ces questions. Donc vous avez quand même des seniors qui vont être aussi boostés dans leur capacité de partager un vécu, qui ne sera forcément pas le même, et aux jeunes qui vont être intéressés parce que c'est une référence au niveau de l'entourage. Ça va les sécuriser, vous voyez. Absolument. Et il y a ces échanges-là intergénérationnels qui sont essentiels. Et ça permet aussi, finalement, de créer un ciment entre les différences générationnelles. Il y a aussi un point qui est très important, mais je pense qu'on n'a pas vraiment... Il nous reste très peu de temps pour l'aborder. C'est ces nouveaux métiers, en fait. Oui. Clivage entre les générations. C'est-à-dire qu'il y a de nouveaux métiers aujourd'hui que nous, que notre génération n'a pas connus, ne comprend pas forcément l'intérêt alors qu'ils sont porteurs, etc. Mais voilà, ce n'est pas notre environnement, c'est l'environnement de nos enfants. Oui, tout à fait. Ça veut dire que déjà, la pandémie a créé des déclics, a créé des changements au niveau du fonctionnement. Ouais, et ce qui est sûr, c'est que la digitalisation aujourd'hui s'impose. C'est-à-dire que vraiment, c'est la nouvelle norme, c'est la digitalisation qui est généralisée dans toutes les structures. C'est le mode projet, d'accord, qui se généralise au niveau de toutes les structures. Mais en parallèle, il y a aussi le World Economic Forum qui détermine que d'ici à 2030, les nouveaux métiers, c'est essentiellement en fait d'accompagner cette digitalisation avec, par exemple, des métiers pour protéger les données. D'accord, la sécurité, donc informatique. Vous avez, avec toute la création d'entreprises, les entrepreneurs, il y a quand même des métiers d'auditeurs qui sont essentiels, des métiers, par exemple, de comptable, de commissaire aux comptes qui se maintiennent. Et dans toute structure qui existe et qui se respecte, le but d'une structure, c'est de faire de la vente. Donc, le commerce est toujours... quelle que soit la vente. Voilà, absolument. On a toujours besoin de vendre, mais aussi, c'est important de sonder le marché. Donc, le marketing digital prend aussi de plus en plus de place. Voilà. Et puis, bien entendu, on sait très bien aujourd'hui que l'industrie pharmaceutique, qui aujourd'hui, comme ça a été cité à la télévision, donc c'est 14 milliards de dirhams. Donc, il y a quand même vraiment beaucoup à faire et qui recrute. Absolument. Mais alors, vous savez... Mouna, vous me donnez une perche toute faite parce que à ce moment-là, il faut faire la différence. Comment choisir? Est-ce que c'est un intérêt purement personnel ou c'est aussi pour l'intérêt de l'entreprise à laquelle on va adhérer? Et on va parler tout de suite de ce sujet avec Jihan Ben Slimane. Merci infiniment. Avec plaisir. Mouna Skrali, vous êtes DG de Coach to Win et on se retrouve très bientôt sur Médiane TV. Au plaisir. On reste ensemble pour la suite. Et donc, on y va pour ce sujet avec vous, Jihan Ben Slimane. Vous êtes consultante formatrice en organisation et management. Comment ça va, Jihan? Très bien, merci de me recevoir. Un plaisir de vous avoir. Alors justement, lorsqu'on intègre une structure, une entreprise, il y a bien sûr l'intérêt personnel, mais il y a aussi l'intérêt du groupe, l'intérêt de la boîte. Comment trouver ce juste milieu entre l'intérêt personnel et l'intérêt collectif? Alors déjà, je reprends justement ce que nous avons dit tout à l'heure, c'est qu'il est important déjà d'avoir une vision de sa carrière et d'avoir une vision au moins à 10 ans de ce qu'on a envie de faire dans la vie, donc ce qui nous passionne, et pas uniquement entrer dans une communauté socio-professionnelle. À partir de là, on recherche nos propres valeurs, notre propre éthique, là où nous sommes à l'aise, et nous devons entrer ou essayer d'intégrer une entreprise qui partage les mêmes valeurs que nous. Donc, le travail se fait au niveau du recrutement. Souvent au Maroc, c'est ce que nous voyons dans nos missions, le recrutement se fait beaucoup plus sur la base des compétences techniques, en rapport avec les notes et vraiment le savoir. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Mouna, justement. Exactement, et pas assez sur cette partie savoir-être et également vision, parce qu'on peut avoir un très bon savoir-être, on peut avoir un bon développement personnel, mais la vision peut être différente de celle de l'entreprise. Donc, lorsque j'intègre une entreprise et que cette vision stratégique est différente en termes de carrière par rapport à la vision de développement de l'entreprise, il risque d'y avoir un problème à un moment donné et une anomalie dans la pérennité de cette relation. Absolument. Mais dans ce cas-là, il faut avoir l'information. Tout à fait. L'information n'est pas toujours palpable. Pourquoi? Parce que des fois, justement, sur les sites des entreprises, des grands groupes, etc., on trouve de beaux slogans qui définissent les valeurs du groupe, les valeurs de l'entreprise. Mais le quotidien
parfois montrent le contraire ou démontrent que ce n'est qu'un slogan et que ce n'est pas la réalité, que la réalité est différente, que si la personne veut rester, eh bien, il faut qu'elle fasse abstraction de certains éléments. Voilà. Donc, ce n'est pas évident finalement, ce n'est pas une relation qui démarre sur une transparence totale d'emblée. Tout à fait. Alors, de l'autre côté, justement, nous, consultants en conduite du changement, nous travaillons dans les entreprises pour faire en sorte que ces valeurs qui sont communiquées, cette marque employeur, soient réalité et soient vécues par les managers et déclinées chez les collaborateurs et interprétées de la même manière. Le principal problème que nous trouvons, c'est cette interprétation qui est différente. Tout à chacun, en fait, a une perception différente, est issu d'une ville différente, a une expérience différente, a une catégorie sociale aussi différente, donc va interpréter la valeur de manière différente. Quand je donne un exemple, par exemple, l'exemplarité du manager ou le courage du manager, ce n'est pas interprété par tout le monde de la même manière. Donc on peut avoir un beau slogan, on peut avoir ça en cadre de référence fondamentale, mais une fois que j'intègre, là je fais mon référentiel et on a un aspect très cognitif. Donc il y a un jugement que je fais par rapport à mon expérience, par rapport à mon bagage. Donc c'est aussi à l'entreprise, dès le départ, dès l'intégration, d'essayer un maximum de détailler et de mettre des mots sur et des définitions de ces valeurs pour que ce soit clair dans la tête de tout le monde, hein, pour tous les collaborateurs, et que ce soit un véritable référentiel dans lequel le collaborateur va évoluer. Si on souhaite que le collaborateur évolue, parce que ça peut être aussi une stratégie RH de l'entreprise d'imaginer qu'un salarié intègre uniquement pour 2 ans ou qu'un expatrié vienne pour une mission déterminée pour 1 an ou 2 ans. D'accord, donc ça peut aussi être une stratégie de gestion des ressources humaines pour avoir toujours du sang neuf, des idées nouvelles, pour avoir en fait des paliers dans la stratégie de conduite du changement, notamment quand les multinationales embauchent des directeurs généraux qui viennent d'autres pays. On a envie de travailler un aspect particulier de la stratégie. Donc forcément, l'équipe qui va accompagner cette direction générale est forcément une nouvelle équipe qui va peut-être pas s'entendre avec l'équipe du futur directeur général après cette mission. Alors, en général, qu'est-ce qu'un employé recherche au sein de l'entreprise? Est-ce qu'on a des valeurs, on va dire, fondamentales, répétitives? Alors, cette question, elle est assez complexe en ce moment, y compris pour moi. Pourquoi? Parce que nous sommes en pleine conduite du changement générationnel. Oui. Il y a différentes générations au sein de l'entreprise. Quand je vais... l'exemple en fait, le plus probant, c'est l'exemple de l'entreprise familiale. Parce que nous avons les fondateurs, qui sont souvent les grands-parents. Ensuite, les enfants ont repris. Et là, encore les petits-enfants qui ont fait des études à l'étranger, qui ont souvent eu une première partie de leur carrière professionnelle à l'étranger, arrivent avec des idées nouvelles, cherchent à installer ce qu'ils ont appris à l'étranger, et là, n'arrivent pas forcément à mettre en application tous ces acquis. Donc, je pense en fait qu'il y a cette dimension générationnelle à prendre en compte et ça a un impact sur la manière de manager. Quand on a une génération un peu plus âgée ou un directeur en pré-retraite, nous avons plutôt un management directif. Et donc, du coup, il suffit juste d'exécuter parce que c'est son habitude. Et ça, nous l'avons hérité depuis 1960. Donc, dans cet esprit en fait, d'importation où il fallait juste avoir de la demande. Et donc, du coup, on importait en fonction de la demande. Là, aujourd'hui, nous n'avons pas le choix. Nous devons marketer, innover, aller chercher le client, aller chercher le prospect. Le management doit être différent et l'organisation doit être beaucoup plus flexible. Et on l'a compris à partir du Covid.
donc c'est à partir de la pandémie où les structures doivent être beaucoup plus légères et les collaborateurs et les managers doivent être pluridisciplinaires et polyvalents pour pouvoir avoir une efficacité. Donc cet aspect générationnel est à prendre en compte dès le recrutement également, parce que forcément quelqu'un de la génération X ou Y ne va pas avoir les mêmes attentes que quelqu'un de plus âgé. Donc pour la plupart, aujourd'hui, c'est la remarque que je fais dans les missions, que j'ai dans les entreprises, il y a cet aspect personnel qui devient de plus en plus important. C'est vrai ça, voilà. Avec la nouvelle génération, Exactement. avec les nouvelles générations. Exactement. C'est quoi? C'est ce bien-être au travail qui est de plus en plus important? Voilà, c'est avoir du temps pour soi, en dehors du travail, le bien-être au travail, ce qui est mis en place au sein de la structure pour son propre développement personnel, des activités qui peuvent être extra-professionnelles également, et cet aspect communautaire dans lequel en fait le collaborateur ou le manager peut intégrer pour réfléchir à un plan de carrière. Donc cette dimension où finalement nous ne vivons plus 35 ans dans la même entreprise, que nous avons droit de changer, de penser à notre propre intérêt et donc de faire en sorte que cette entreprise me permette d'être tremplin. Donc, alors penser à son propre intérêt, est-ce que c'est de l'égoïsme au sein d'une entreprise? C'est légitime de la part d'un collaborateur, puisque nous cherchons tous à se construire, à se développer, mais encore une fois, il faut que ce soit cadré. Il faut que ça entre dans le cadre de références fondamentales, qu'on a des aspects éthiques et de déontologie à respecter. Là où ça devient un problème, c'est lorsque nous sortons de la déontologie et lorsqu'il y a conflit d'intérêts, lorsqu'il y a des abus qui font en sorte qu'on va créer un véritable frein dans le développement de l'entreprise ou dans la performance positive de l'entreprise. Malheureusement, je le dis, nous avons encore beaucoup de cas et c'est pour ça que des métiers comme auditeur existent aujourd'hui. Mais nous, en stratégie, nous l'avons également, nous remarquons des choses lorsque nous faisons des diagnostics stratégiques et des choses qui ne sont pas palpables, qui ne sont pas de l'ordre du structurel et qui sont beaucoup plus liées justement aux relations humaines. Alors quand vous dites il y a encore pas mal de choses que vous relevez dans vos missions, ça veut dire que le cadre n'est pas clair, ça veut dire que on ne comprend pas encore comment cette nouvelle génération évolue et quels sont ses intérêts. Et donc forcément, on n'a pas mis en place le cadre éthique, procédural adapté. C'est quoi au juste? Eh bien, il y a plusieurs aspects selon moi. Le premier, c'est l'orgueil du manager ou de la direction. En général, nous avons cet orgueil de mais c'est pas possible, comment cette personne qui ne connaît pas, qui n'est pas experte dans mon métier peut m'apprendre quelque chose de nouveau et faire en sorte, moi ça fait 25 ans que je dirige cette entreprise, donc il y a cet aspect orgueil à prendre en compte. Donc nous arrivons à travailler facilement avec des managers qui souhaitent la pérennité de l'entreprise, qui justement favorisent cet intérêt collectif et la pérennité de l'entreprise qui va faire en sorte de payer ses salariés, ses collaborateurs, faire vivre ses familles. Par contre, lorsqu'on a cet aspect orgueil qui parfois est infondé, on a du mal à travailler. Donc du coup, même la déclinaison, les managers de proximité, les collaborateurs ne s'en sortent pas parce qu'ils ne peuvent pas imposer en fait un nouvel élan dans l'entreprise. Ils souffrent et on a plus de turnover parce qu'on a plus de compétences et de talents qui s'en vont. On essaye de recruter, mais la marque employeur est touchée, donc négativement. Donc nous ne pouvons pas avoir les meilleures compétences sur le marché. Donc ça devient un peu plus difficile. Voilà. Le deuxième aspect, j'ai envie de dire, c'est le manque de compétences parfois en interne ou de temps. Nous avons des structures de capital humain ou de ressources humaines, mais qui sont débordées déjà par ce qu'ils ont à faire et qui n'ont pas forcément de temps à la réflexion, à la prise de recul pour... stratégique en fait. Voilà, stratégique pour anticiper. Alors heureusement, nous avons différentes structures administratives, et ce depuis 2010 au Maroc, qui poussent l'entreprise à faire appel à des externes, des consultants externes, pour réfléchir cet aspect de stratégie et pour travailler cette
performance collective, mais ce n'est pas encore le cas de toutes les structures. On ne réalise pas encore le clivage générationnel, en fait. Tout à fait, mais j'ai envie de dire, les premiers qui le font, c'est les leaders sur le marché. Et parfois même, j'ai eu des surprises en intervenant chez des artisans, pas uniquement dans des multinationales, qui n'ont pas forcément l'instruction qui suit, mais qui ont cette ouverture d'esprit, qui ont envie de développer les choses et qui y sont arrivés. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces explications, Jihan Ben Slimane. C'est un plaisir de vous avoir. Vous êtes consultante formatrice en organisation et management. Nous, eh bien, on vous dit à la semaine prochaine. Merci beaucoup d'avoir été là. N'oubliez pas que vous avez Femmes d'aujourd'hui sur Média Podcast et sur Média du lundi au vendredi à partir de 9h. Et puis, vous pouvez retrouver l'intégralité de cet épisode sur notre site mediantv.com. Très, très bonne suite des programmes à toutes et à tous. Au revoir.